Donc je vous invite tous à venir à passer quelques heures à Molenbeek, là où vous serez de passage à Bruxelles. C'est toujours intéressant de voir la réalité par rapport à la fiction médiatique. Alors, il y a un dicton belge qui dit que lorsqu'il pleut à Paris, il y a toujours quelques gouttes qui retombent à Bruxelles. Et en fait, cette diagonale terroriste que l'on a connue, on ne parle plus de gouttelettes, à Bruxelles, on parle d'une véritable drache, c'est-à-dire une pluie battante qui s'est déployée sur Bruxelles et Molenbeek en particulier, par rapport à tout ce que l'on a connu. Et donc, mes deux collègues l'ont expliqué, on est dans un continuum par rapport à Charlie Hebdo, la cellule démantelée de Verviers, qui d'ailleurs était composée de Molenbeekois, faut assumer la paternité jusqu'au bout. Les attentats du Bataclan, les attentats de Bruxelles, on était vraiment dans un continuum. Vous n'imaginez pas, en Belgique francophone, l'attrait qu'a finalement la France et la politique française. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas de la politique française dans un journal télévisé francophone. Il y a des émissions spéciales le jour des présidentielles, le premier et second tour. D'ailleurs, beaucoup de téléspectateurs français viennent voir la télé belge parce qu'on n'est pas sous la même législation et donc on peut annoncer les résultats une heure avant et donc ça fait monter l'audimat. Donc, je veux dire, quand Macron est devenu président, les trois quarts des partis francophones et même néerlandophones se sont positionnés pour dire « nous étions la République en marche ». Alors, si vous ne connaissez pas une République, c'est une monarchie en marche. Mais en tout cas, ce sont des choses qui sont vraiment... Et donc, quand on parle de diagonale, si nous sommes là aujourd'hui aussi, c'est sans doute pour partager une expertise. Le débat sur la laïcité est fondamental en Belgique, même si nous ne sommes pas un État laïque. Nous sommes un État neutre, la laïcité n'est inscrite dans aucune législation, mais l'influence française fait que tous ces difficultés, ces problèmes de société qui traversent la France viennent s'inviter régulièrement dans le débat belgo-belge. Alors, moi je suis là pour parler essentiellement des enjeux liés à l'échelon local, puisque Molenbeek est une des 19 municipalités, oui, la carte de la région de Bruxelles-Capitale, une des 19 municipalités, c'est 100 000 habitants, sur plus ou moins 6 km², donc avec toute une conjonction de toute série de difficultés, notamment sociales. Alors je vais pas y revenir. Alors, par rapport à des débats, j'ai un peu remodifié mon PowerPoint pour peut-être mieux l'ancrer dans certains échanges qui sont déroulés ce matin. Moi, je pense qu'il faut distinguer les mots et les choses, puisque les mots ont une connotation sémantique importante. On parle de radicalisme, de radicalisation, de radicalité. Moi, je vous avoue que je suis tout le temps, après 4 ans de travail là-dessus, je cherche encore des définitions. Et que quand je parle de ce genre de difficultés avec l'OCAM, avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec d'autres collègues, avec la police, il faut quand même constater qu'on ne parle pas forcément toujours de la même réalité ou de la même définition. Et donc ça implique quand même à un moment donné de pouvoir assurer une prise de recul par rapport à ce concept qui est devenu un concept problématique. Moi, je vous avoue que je suis plus partisan de l'approche anglo-saxonne où finalement on parle de violent extremism, d'extrémisme violent. C'est ce qu'en Belgique, de plus en plus, on est amené à faire, parce qu'on peut mettre sur un pied d'égalité, à un moment donné, différentes formes d'extrémisme. Et à côté de ce que Philippe a dit, le phénomène du terrorisme animalier qui pourrait survenir est aussi une question que l'on se pose en Belgique et qui permet d'éviter cet amalgame simpliste entre islam égale terrorisme égale danger pour la société. Parce que les extrémistes d'obédience islamiste jouent là-dessus pour jouer et adopter cette position de victime qui fait qu'à un moment donné, on ne peut plus nommer les choses et nommer les véritables dangers pour notre société démocratique. Alors à l'échelon local, nous sommes aussi amenés à faire une approche multi-agence, où comme je l'ai dit, on travaille sur des définitions qui sont relativement différentes à l'heure actuelle, où chacun travaille avec ses propres indicateurs de radicalisation, ce qui implique de pouvoir travailler sur des méthodologies qui sont différentes ou qui sont spécifiques, et avec une approche du phénomène qui est très très variée. Alors vous le verrez, je l'expliquerai, à l'échelon local, nous faisons globalement la même chose au niveau du suivi individuel que le CAPREF. Par contre, la plus-value qu'on essaie de mettre en place, c'est cette relation de proximité. J'y reviendrai. Et donc, en Belgique, qui est un État fédéral, moi je ne vais pas encore tenter de vous expliquer de quoi il s'agit, ce serait trop compliqué. Pourtant, en Belgique, je dis toujours qu'on considère nos voisins français comme beaucoup plus intelligents que nous, mais ça prendrait vraiment beaucoup de temps pour comprendre les subtilités. Mais on est dans un État qui n'est pas décentralisé, qui est un État fédéral, où finalement c'est toujours à l'échelon local qu'on tente d'implémenter des politiques publiques, qu'elles soient liées à la radicalisation, liées au terrorisme, liées au décrochage scolaire, etc. etc. Alors, au niveau de Molenbeek, on a développé une approche
qu'on tente d'implémenter sous 3 volets différents, une approche individuelle, j'y reviendrai, une approche collective et une approche relative à l'échange d'informations. Alors je n'est pas coutume, je commencerai par l'approche collective. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il a fallu essayer de comprendre, indépendamment de l'aspect idéologique des choses, pourquoi est-ce que sur un territoire comme Molenbeek, qui fait 6 km², on pu générer des processus de radicalisation, comment des réseaux ont pu être constitués. Et donc, c'est un peu nécessité de réfléchir sur certains facteurs, un mésosociologique notamment. Qu'est-ce qui fait que dans un environnement comme celui de Molenbeek, un terreau fertile a pu, à un moment donné, être mobilisé pour développer des processus de radicalisation. Et j'ai identifié 4 facteurs qui me semblaient vraiment pertinents pour pouvoir travailler, parce que je pense qu'ils sont similaires à ce qu'on pourrait retrouver dans ce qu'on appelle des banlieues françaises, hein, même si Molenbeek n'est pas une banlieue, c'est vraiment au cœur de la ville. Ce n'est pas du tout la même forme d'architecture, d'urbanisation. Alors, ces 4 facteurs sont les suivants. Premièrement, ce sont des quartiers où dans certains quartiers, il y a une polarisation de plus en plus importante entre groupes, qui peut générer des tensions, voire des conflits. Alors la polarisation, c'est un concept relativement neuf, je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais qui fait qu'à un moment donné, de plus en plus, on est confronté à des mouvements d'extrémisation de la pensée qui occupent de plus en plus, de façon en tout cas beaucoup plus large, l'espace médiatique, et qui fait que le consensus démocratique devient de plus en plus difficile à trouver, puisque évidemment les extrêmes prennent le dessus sur le consensus. Alors, deuxièmement, ce qu'on constate dans certains quartiers de Molenbeek, mais aussi ailleurs à Bruxelles, c'est finalement qu'une certaine forme de logique de quartier tend à s'imposer, qui est, pour certains jeunes, est une forme alternative de socialisation. Les jeunes, ils ne parlent pas de l'espace public, qui est le lieu de l'échange, qui est le lieu du débat, le lieu du compromis. Non, ils parlent de la rue, qui est un lieu de socialisation, où à un moment donné, on a un comportement spécifique, on utilise un vocabulaire, on a des comportements spécifiques, etc., etc. Et donc, cette culture de la rue, qui est souvent une voie d'ascension sociale pour toute une série de jeunes, à côté de la famille, à côté de l'école, à côté de ce que la société peut offrir, souvent liée à une culture de la violence, de la virilité, en tout cas pour les jeunes garçons hein, qui développent leur identité à travers des réseaux mafieux, clandestins, des trafics de drogue ou de la petite délinquance, où finalement certains jeunes sont englués dans une forme de tribalisme où finalement, ce que certains sociologues français ont pu mettre en avant, certains jeunes développent un véritable capital guerrier qui va être un terreau fertile très important. Donc la plupart des individus dont vous avez entendu parler qui prenaient de Molenbeek, Abdeslam Abaoud, hein, qui était le protagoniste des attentats du Bataclan, ce sont des individus qui ont été socialisés à travers la violence, non pas à travers l'idéologie, mais d'abord la violence, qui sont passés par tout un processus et un parcours de déviance qui, à un moment donné, va rencontrer en prison une offre spirituelle qui va légitimer le recours à l'action violente. Un troisième facteur, ce sont finalement des relations conflictuelles entre la police avec un grand P et certains jeunes, en tout cas dans certains quartiers. Alors moi, je me suis posé cette question suite après Charlie Hebdo. On a eu ce que ma collègue Dominique vous a expliqué, on a démantelé une cellule terroriste à Verviers, près de Liège. Et manifestement, dans cette cellule, on avait trouvé un plan du commissariat de Molenbeek, commissariat de police. Donc l'objectif, c'était manifestement d'en venir aux mains ou de passer à action violente contre le commissariat. Je me suis posé la question, pourquoi ? Et donc on peut trouver là, à un moment donné, une réflexion pour expliquer comment est-ce qu'à l'échelon local, des tensions peuvent naître entre la police, en tant que représentant de l'institution qui bénéficie du pouvoir de la violence légitime, hein, et certains jeunes, et comment, à un moment donné, on peut traduire et comprend la réalité molenbeekoise à travers une guerre de territoire entre certaines bandes organisées, certains groupes de jeunes et la police qui assure des missions finalement de service public. Quatrième fléau, on a un peu parlé ce matin, mais je pense que c'est vraiment un fléau qui dépasse de loin le phénomène du radicalisme, c'est les théories conspirationnistes et les théories du complot. Alors, moi, je ne suis pas partisan du fait qu'on puisse déconstruire une théorie du complot. Hein. C'est un peu comparaison n'est pas raison, un peu l'image que mon collègue a utilisée. On n'a pas de théologien parce qu'on ne peut pas déconstruire les discours idéologiques. Je pense que les théories du complot ne peuvent pas se déconstruire. Il faut travailler sur l'approche de l'esprit critique pour, à un moment donné, travailler sur les perspectives cognitives. Pourquoi ? Parce que les théories du complot associent deux éléments qui constituent, ou deux facteurs qui constituent vraiment une bombe à retardement, un cocktail assez détonnant. C'est pour un jeune,
le sentiment de comprendre le monde différemment de manière intellectuelle. À un moment donné, je comprends ce qu'il y a derrière la réalité qu'on nous cache, et donc je donne de l'estime à ce que je crois, à ce que je sais. Deuxièmement, les théories des complots permettent de donner du sens à l'injustice. Il n'y a pas de pire injustice que celle qui n'a pas de sens. Et à un moment donné, donner du sens à l'injustice à travers l'adhésion des théories du complot, c'est le complot juif, les attentats de Charlie Hebdo, c'était un complot, etc. Donc on en a vu véritablement des vertes et des pas mûres. À un moment donné, c'est un cocktail détonnant qui, à un moment donné, a des répercussions sur la socialisation des jeunes et sur la rupture entre une large offrance de cette jeunesse et les institutions telles qu'elles fonctionnent. Alors, par rapport à ces 4 éléments, on tente de développer des projets collectifs, la sensibilisation aux théories du complot. On a un groupe de travail entre les jeunes et la police. On tente de travailler sur la polarisation, en travaillant sur des modèles positifs, en tentant d'expliquer c'est quoi finalement la démocratie, etc., etc. On a toutes des équipes qui travaillent sur l'espace public pour essayer d'accrocher ces jeunes et les ramener vers des institutions, des associations, etc. Donc ça, c'est vraiment le travail général de prévention primaire. Alors, au niveau de l'axe individuel, on se situe évidemment dans un continuum qui a été appelé par les éléments que nous avons connus. Alors, en 2014, lorsque nous avons commencé cette approche, très rapidement, on a compris que la principale porte d'entrée serait les parents qui sont confrontés à ce phénomène. Et donc, très rapidement, on a mis en place des suivis individuels sans véritablement de méthodologie. On est un peu dans ce qu'on appelle du learning by doing, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on expérimente et on va rechercher dans des théories scientifiques ou académiques ou sociologiques des approches qui vont conforter ce que nous faisons. Alors évidemment, les attentats ont impliqué que nos services puissent s'investir aussi dans des premiers suivis judiciaires, des gens qui sont libérés sous condition, des jeunes mineurs qui ont été interceptés, qui ont été dans des institutions de protection de la jeunesse, qui sont sortis et donc qui ont besoin d'un suivi à plus long terme. Et depuis 2017, Continuum oblige, nous intervenons aussi en milieu carcéral pour faire globalement ce que fait le CAPREV. Alors on peut faire de la co-intervention avec le CAPREV, on peut également faire de l'intervention, de la double intervention, c'est-à-dire le CAPREV gère l'aspect par exemple psychologique, nous assurons l'aspect réinsertion socio-professionnelle. Donc évidemment, nous ne visons pas à faire double emploi, mais nous essayons aussi de travailler en collaboration avec les différents services qui sont implémentés sur le terrain. Alors, ceci pour vous dire quoi? C'est qu'un service municipal, il va travailler au sein de la chaîne pénale, soit au début, soit à la fin. Et en fonction de la posture et en fonction de là où on va intervenir, évidemment, les méthodologies d'intervention seront très, très différentes. Les indicateurs, la définition qu'on va donner au comportement, à l'aspect cognitif, comportemental, émotionnel, etc., va vraiment être très différent, ce qui fait qu'à un moment donné, ça complexifie évidemment les choses. Alors, au niveau de l'approche individuelle, au niveau du terrain, on est vraiment très très loin des débats sur la déradicalisation, le désengagement, l'approche curative. Moi, je ne suis pas convaincu non plus qu'on fait de l'approche du désengagement en Belgique. Moi, je pense qu'on fait plutôt une approche curative, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on décide de placer l'individu au centre des préoccupations et travailler sur son environnement pour travailler les facteurs positifs de resocialisation, de réinsertion. On ne va pas forcément travailler la dimension de l'acte violent, on ne va pas forcément travailler l'approche idéologique. Tout cela peut à un moment donné être travaillé de manière connexe, synchrone, au sein d'un suivi individuel. Alors on travaille aussi en tant que service public, dans une approche qu'on va appeler, c'est un peu un néologisme, donc une approche droit de l'homiste, où finalement on va tenter de travailler avec tout ce qui a été expliqué ce matin, à la transparence, le respect des valeurs, de la dignité humaine, qui sont des valeurs qui sont inscrites dans la Constitution belge, mais aussi dans des traités internationaux comme la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'enfant également, qui est fondamentale, qui est un texte fondateur. Et moi, j'insisterai beaucoup sur, on a beaucoup parlé de justice distributive ou redistributive, de justice restauratrice. Il y a un aspect fondamental, c'est la justice procédurale. C'est qu'à un moment donné, on travaille avec des individus qui sont en opposition à notre modèle de société, qui n'ont pas confiance dans les institutions, et donc travailler sur la transparence des procédures, à un moment donné sur la qualité de l'intervention, à un moment donné expliquer ce qu'on fait, c'est dans l'intérêt de la personne et qu'il n'y a pas d'agenda caché, que les procédures sont équitables, égalitaires, c'est vraiment fondamental pour recréer ce lien de confiance avec les individus.
Au niveau local, on essaie toujours aussi de définir, puisqu'on n'est pas les seuls à travailler sur cette thématique, il y a de plus en plus à côté des acteurs institutionnels des initiatives privées, dont on ne sait pas toujours comment elles sont financées ou quels sont les modus operandi qui existent, et donc il y a aussi une concurrence assez acharnée à ce niveau-là. Donc il y a une plus-value au niveau local qui, en tout cas pour moi, permet à un moment donné de mettre en évidence ce lien de proximité qu'il peut y avoir entre le travailleur de terrain, le professionnel et le public cible, en tout cas les jeunes, et cette approche de prévention spécialisée, puisque rapidement à l'échelon local, on peut mettre en contact avec d'autres types d'acteurs de la prévention généraliste ou prévention primaire, les écoles. Donc on peut assez rapidement mettre en avant ou mettre en place un type de suivi qui va travailler de manière pluri- ou interdisciplinaire. L'objectif également du suivi individuel, c'est de pouvoir restaurer le lien. J'y viendrai tout à l'heure à travers une approche systémique et pluridisciplinaire. Alors j'aurais dû peut-être mettre interdisciplinaire, mais c'est encore un mot qu'il ne faut pas galvauder parce qu'on tente de confronter les approches, mais on n'a pas encore d'interconnexion entre les différentes approches. Entre juristes, criminologues, psychologues, sociologues, philosophes, c'est quand même un gros travail, donc il faut rester très modeste aussi et très humble par rapport à ce qu'on connaît encore de ce phénomène. Et à l'approche locale, c'est aussi le bon cadre pour, ou en tout cas le territoire pertinent pour travailler sur une approche déontologique stricte, puisqu'on est en contact direct avec la police, on est en contact avec des services tels l'OCAM, la police fédérale en Belgique, le ministère de la Justice, les maisons de justice, donc ça implique de devoir définir nos modes de fonctionnement, notre cadre déontologique par rapport à nos suivis. Alors, je parlais de restauration du lien. 3 minutes, je vais aller très très vite. Par rapport à la restauration du lien, il faut juste comprendre ce qui est au milieu, c'est que vous avez A et B. Postulons que A est la personne qui est suspectée de radicalisation, B le lien qu'il peut en tout cas créer avec la société. Donc on évite de considérer que A, donc la personne radicalisée, soit problématique. On considère plutôt que c'est le lien avec la société, avec sa famille, avec lui-même qui est problématique. Et donc c'est sur ce lien-là qu'il va falloir travailler. On parlait d'approche par les émotions ce matin. Moi, je me suis senti très proche de ça, donc j'ai refait mon slide par rapport à ça. C'est qu'au niveau du suivi individuel, l'approche par les émotions, notamment avec des jeunes, est vraiment primordiale. Pourquoi ? Parce qu'elle permet une relation égalitaire avec l'individu. Ce n'est pas une relation d'autorité quand on parle des émotions. Les émotions sont universelles ou universalisables. Donc à un moment donné, on peut à un moment donné se situer sur un pied d'égalité en disant « je peux comprendre » et de faire preuve vraiment d'empathie, l'empathie nécessaire pour se mettre à la place de l'individu qu'on a en face de soi. Deuxièmement, l'approche par les émotions permet, à travers la verbalisation des émotions, de constituer ou de permettre à l'individu qu'on a en face de soi d'être maître de la relation, de ne pas lui imposer un suivi ou un cadre de travail qui permet de tisser ce lien de confiance. Ça permet également la prise de recul en verbalisant les émotions. Ensuite, ça permet, dans une approche qui est plus phénoménologique, je dirais, pour les autres formations, donc j'accorde beaucoup d'importance au vécu, de retracer le vécu. Et donc l'approche McFly, même si c'est le nom de l'acteur principal dans Retour vers le futur, c'est sans doute pas anodin de l'avoir appelé comme ça, peut-être, j'en sais rien, mais le passé, le présent, le futur permet de travailler sur le vécu et la posture que l'individu va prendre pour reconstruire finalement son futur. Et finalement, l'approche des émotions permet aux professionnels de reconstituer, de comprendre les postures radicales. Donc, vous avez un schéma que je ne vais pas trop expliquer dans l'absolu. Ça peut s'inspirer de des modèles existants, mais les émotions sont éphémères. Ce qu'il faut pouvoir comprendre, c'est quelles sont les fonctions des émotions, et comment est-ce que les émotions vont se traduire dans des sentiments, donc dans la durabilité, qui vont pouvoir expliquer des postures. Donc c'est très clair. Un exemple concret. Lorsque j'ai un jeune qui investit la dimension religieuse à l'école, que l'école ne comprend pas, et qu'on travaille sur les émotions, et que le jeune me dit « moi, à l'école, j'anticipe très mal parce que j'ai peur d'aller à l'école, et deuxièmement, à l'école, il y a beaucoup d'injustice, donc ça me dégoûte », on peut comprendre la posture de cynisme qu'il va investir à l'école et éventuellement l'impact que la posture religieuse va avoir dans sa scolarité ou dans son décrochage scolaire. Et donc parfois, on en arrive à détecter quelqu'un de radicalisé parce qu'à un moment donné, on a mieux compris ce qui se cachait derrière cet investissement dans la sphère religieuse. Donc d'où l'approche des émotions permet à un moment donné de comprendre les postures et d'inscrire ces postures dans la durée pour à un moment donné travailler le processus de désengagement ou de désistance par rapport à certaines postures. Je conclus. 2 choses, il y a un slide mais que je n'aborde pas. 2 choses, je pense que
il y a deux conséquences sur lesquelles on est amené à travailler aujourd'hui. Un, c'est la polarisation sociale, comme je l'ai expliqué, le fait que le consensus démocratique devient de plus en plus difficile à travailler. Et deuxièmement, c'est que je pense qu'il y a pas mal d'acteurs sociaux dans la salle. Il faut rester extrêmement prudent par rapport à la transformation d'informations. Je ne vais certainement pas être en porte-à-faux par rapport à ce que Dominique a dit, mais il faut savoir que les travailleurs sociaux ont accès à des données. À partir du moment où on transmet l'information, ces données peuvent être transformées en informations objectives qui vont avoir des conséquences sur les sur les individus. Donc, il faut être extrêmement vigilant par rapport aux informations qu'on peut donner, par rapport à tous les indicateurs qu'on voudrait développer. C'est extrêmement dangereux de pouvoir, à un moment donné, tout communiquer. Donc, il faut travailler sur un cadre déontologique qui est strict pour respecter finalement les valeurs dont j'ai tenté de parler. Merci à vous.